Bonjour ou bonsoir à tous, c'est Artopolis et on se retrouve aujourd'hui pour quelque chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps parce que c'était pas un exercice qui me semblait nécessaire. Mais je voulais du coup aujourd'hui faire un avis à chaud, on va dire, entre guillemets, parce que c'est vrai que j'ai vu le film il y a quelques minutes, parce que vous le savez tous déjà, mais les salles ont réouvertes. Et ça, déjà, je ne peux pas vous cacher mon enthousiasme. Et je voulais absolument, du coup, parler quand même des films qui sortent. Je sais pas si je ferai pour tous les films. Ça dépendra vraiment de ce que de ce qui m'intéresse aussi, parce que j'ai quand même essayé de développer quelques éléments sur ce film-là, sans trop en dévoiler, évidemment, parce que j'ai pas envie de tout vous gâcher. Mais voilà. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du dernier voyage de Romain Quiro, qui est un film qui est arrivé d'une drôle de façon parce qu'en fait, on ne s'attendait absolument pas à ce que sorte ce film. Ça fait 3 semaines qu'il y avait eu l'annonce, qu'il y avait eu cette bande-annonce balancée par Tandem, donc qui est une boîte de production à première vue, ou de distribution, je ne sais plus, il faudra vérifier, qui était balancée sur Twitter et sur YouTube, et qui avait été assez surprenante, puisque bon, c'est un secret pour personne, ça fait débat, mais la science-fiction, parce que c'est un film de science-fiction, du coup, le dernier voyage, c'est un secret pour personne. Il y a une espèce de débat en France qui est qui n'est jamais, en fait, qui ne suscite jamais de réactions qui sont mesurées en fait ou intelligentes, je pense. Qui était cette espèce de cliché qui ferait passer le cinéma français pour quelque chose de chiant, de pas intéressant, parce que il n'y a pas assez de cinéma populaire, et populaire entre guillemets, parce que encore une fois, ça c'est sujet à débat, et notamment un autre problème, il n'y a pas assez de cinéma de genre en fait. Alors si vous me suivez, vous savez que, ou si vous me suivez au-delà de ma chaîne YouTube sur Twitter par exemple, vous savez que je me fiche personnellement en fait du genre. C'est-à-dire que le genre d'un film n'a pas d'impact sur moi. Ce que je vois, c'est un film. Voilà, je vois un bon film, un film qui soit intéressant. Peut-être il y a quelques années de ça, j'aurais tenu un discours assez différent parce que je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup la science-fiction, par exemple, hein, bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'œuvre en tant que telle. C'est Tarkovsky qui évoquait ça dans son livre qui est très important, qui doit être lu, je pense, Le Temps scellé, où il explique en gros que on s'en fiche du genre du film. Ce qui compte, c'est d'avoir un Tarkovsky, un Spielberg, un, un film de Godard. Ce qui compte, c'est vraiment la personnalité du réalisateur et sa vision. Et c'est intéressant puisque justement Tarkovsky était un cinéaste qui a adapté deux œuvres de science-fiction. Et je crois qu'il y avait un autre projet aussi qui a été abandonné, qui devait être un film de science-fiction également. Mais en tout cas, voilà, il a fait deux films de science-fiction qui sont des films de science-fiction majeurs. Et au-delà de ça, on reconnaît très bien la patte de Tarkovsky, son approche, sa poésie. Et on reconnaît son approche aussi de la science-fiction en tant que telle, puisque lui-même, il va s'intéresser plus aux sujets thématiques, poétiques et philosophiques des œuvres de science-fiction, des œuvres de SF, voilà, qu'il adapte, qui sont deux œuvres d'ailleurs qui sont écrites par des auteurs de l'Est, d'Europe de l'Est, euh, notamment Stalker donc, et Solaris. Et en fait, il va enlever le vernis, hein, alors un peu moins dans Solaris, c'est ce qu'il reprochait, il va enlever tout le vernis de la science-fiction pour faire quelque chose de plus mystérieux et de plus prenant d'ailleurs. Et on en revient donc au débat de base, qui est cette idée qu'il n'y aurait que des drames chiants et des comédies nulles en France. Ça, c'est quelque chose qui me gêne particulièrement parce qu'en fait, c'est faux. Bon, déjà, c'est faux. C'est vrai qu'il y a. Il est vrai, hein, qu'il y a moins de cinéma de genre en France. Ça, je suis bien d'accord. En tout cas, actuellement. Parce que
il serait faux de dire que le cinéma de science-fiction, de fantastique français, etc., n'existerait pas, ce qui est totalement faux si on se penche à un cinéma qui serait avant, qui débuterait avant les années 2000, même si au début des années 2000, il y avait eu un arrivage de nouveaux artistes français qui avaient tenté des choses. Mais il y a toujours eu du cinéma français de fantasy, de fantastique en France. Il y a des œuvres qui ont été très oubliées, notamment, par exemple, j'avais vu il n'y a pas très longtemps Je t'aime, enfin il n'est pas oublié, mais d'Alain Resnais, qui est un film de science-fiction, de voyage dans le temps, qui est très intéressant, que je vous recommande d'ailleurs. Donc voilà. Et on en revient donc à notre film, qui a cette espèce de lourde tâche d'être un film de science-fiction français, donc qui va créer des attentes, qui va poser aussi cette question qui moi, me turlupine, m'interroge. C'est cette idée que, aussi, quand on va créer du cinéma de science-fiction en France, ou de genre, on va être très imprégné d'un cinéma américain. Et on a beaucoup d'œuvres françaises, n'empêche. Je pense au cinéma de Luc Besson, malgré l'amour que je peux avoir pour certaines de ses œuvres. Je trouve que Luc Besson est un piètre cinéaste tout de même, malgré certaines œuvres que j'aime beaucoup. Hein. Mais ça n'empêche que c'est un cinéaste qui est assez embêtant parce que, en fait, il a eu le mérite, entre guillemets, mais c'est pas trop un mérite, de créer une sorte de façon de produire des films qui est à l'américaine, qui fait qu'on a eu des films assez mauvais quand même. Enfin, les taxis, tout ça, c'est pas des films. C'est du cinéma de genre, hein, c'est des films d'action. C'est pas génial. Et donc, il y a cette espèce de question que l'on peut se poser quand on voit un film français qui arrive, qui a la prétention d'être un film de genre. Il y a cette question qui est est-ce que le film va avoir vraiment une personnalité, va valoir le coup? Parce que ça sert à rien d'aller voir un film qui est tellement emprisonné, prisonnier en fait de ses influences pour finalement ne pas avoir de personnalité. Et je pense que, justement, Le Dernier Voyage de Romain Quiro échappe à ça. C'est-à-dire que le film est un peu dans un entre-deux. Donc voilà, pour faire vite, le film raconte l'histoire d'une planète rouge, qui est une lune en fait, qui vient se venger, qui menace de détruire la Terre, qui se venge de quelque chose qui est dévoilé au début du film, qui est en fait le fait que la planète Terre a abusé d'un minerai qui était présent sur cette planète rouge, sur cette espèce de lune rouge, qui leur avait servi, un nouveau minerai, j'ai plus le nom, je savais il y a quelques minutes, mais c'est pas grave, c'est le Lumina ou quelque chose comme ça, qui donc est une source d'énergie, moi qui m'a un peu pensé à l'épice, alors on l'évoque pas trop, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sert à beaucoup de choses, qui sert à beaucoup en fait, qui peut servir à beaucoup d'éléments. Euh, et, et en fait, voilà, il y a cette planète qui menace la Terre, la Terre qui est déjà dans une situation assez catastrophique de crise, puisqu'on est dans un monde quasi détruit, quasi post-apocalyptique, qui est en ruine. Et, euh, et donc, il y a un héros qui s'appelle Paul W.R., qui est un astronaute, le meilleur de sa génération d'ailleurs, qui doit normalement détruire la planète avec une fusée qui est chargée d'explosifs. Le problème, c'est que lui n'arrive pas à accepter ça, il ne veut pas détruire cette planète et il fuit sa mission. Et en fait, voilà, le film est une course-poursuite. Alors déjà, le postulat de base pourrait rappeler en effet le cinquième élément. Il y a déjà des youtubeurs qui ont accusé de plagiat le film pour cela. Je suis pas d'accord déjà, bon, parce que l'astre menaçante, c'est quelque chose qui est très ancré culturellement. Euh, la fin du monde, c'est déjà quelque chose qui était là avant. Donc le cinquième élément n'a rien inventé. Voilà, donc c'est comme les voitures volantes aussi. Hein, c'était déjà présent dans Blade Runner, c'est présent depuis des années. Enfin, voilà, c'est des choses. Déjà, mis à part ça, le film n'est absolument pas un plagiat de quoi que ce soit. Euh, mais voilà, le film s'inscrit dans une continuité d'une science-fiction particulière à la française. Parce que déjà, de toute façon, cette astre menaçante, on peut la retrouver dans l'Incal de Jodorowsky et Moebius.
Donc de toute façon, et c'était la principale influence du cinquième élément de Luc Besson, donc de toute façon, il n'y a pas de plagiat, voilà, c'est n'importe quoi. Mais, mis à part cette parenthèse, le film, j'ai un petit peu en parler quand même, j'ai beaucoup apprécié en fait le visionnage, et puis il y a aussi l'émotion de revenir dans les salles de cinéma, je ne le cache pas, après il faudra voir ce que le film va laisser post-visionnage, mais je peux dire en tout cas que le film est plutôt réussi, surtout que c'est un premier long métrage, hein, c'est quand même pas rien, et le film est plutôt réussi parce qu'en fait je trouve qu'il ne... il a vraiment sa propre approche de la science-fiction, euh, et en plus il a une esthétique qui lui est propre, qu'on ne retrouve pas vraiment dans les films de science-fiction modernes, qui est cette espèce de mélange de rétro, qui est hérité de Blade Runner évidemment, mais Blade Runner était hérité d'une science-fiction française. Donc de toute façon, voilà, on en revient à cette espèce de postmodernisme qui alterne entre modernité et vétusté. Et on le voit dans le film, et c'est très bien fait d'ailleurs. Et le film est très plaisant parce qu'en fait, il a absolument pas le rythme d'un blockbuster américain. Déjà, il dure 1h20, 1h27. Alors, il devait durer plus longtemps d'après ce que j'ai compris parce qu'il y a eu des problèmes de production. Non, il n'empêche que moi, je trouve que le film se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'aller plus loin. Je trouve que par rapport à l'histoire qu'il raconte, qui est une histoire très intimiste d'un homme qui se recherche aussi à travers des souvenirs, qui cherche, qui a un souvenir en tête, qui est une image qui serait pour lui l'espèce de dernier bastion pour sauver l'humanité, qui va s'avérer en fait, qui va s'avérer être autre chose en fait, et ça c'est très intéressant d'ailleurs, qui est en plus quelque chose qui relève du cinéma. Alors ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très beau dans le film. Et voilà, on a cette espèce d'intimisme qu'on pourrait retrouver en effet dans une tradition française où on traite beaucoup plus de l'humain. Euh, Ça n'empêche pas que le cinéma américain traite aussi de l'humain, mais il le traite différemment, je trouve. Là, je trouve qu'on, dans le dernier voyage, on a des éléments qu'on pourrait retrouver dans d'autres films français, qui est notamment l'intérêt de, 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 de l'intimité du personnage, l'intérêt pour son passé, l'intérêt pour sa quête de vérité aussi, et c'est ça qui est très intéressant. C'est le traitement en fait, c'est le traitement de la science-fiction. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est très grand, c'est un très grand univers en fait, hein, qui est un univers post-apocalyptique qui est situé dans un désert magnifiquement filmé d'ailleurs, ça a été tourné en Tunisie je crois, ou quelque chose comme ça. Et, euh, et c'est magnifique, et en fait on a une quête très intimiste qui est un road trip en fait, avec cet homme, Paul W.R., qui va rencontrer au fur et à mesure une personne qui va l'accompagner dans sa quête. Il y a un duo d'ailleurs, le duo est très bien fait, je trouve, et le film est très satisfaisant à ce niveau-là. Euh, et en termes d'esthétique, effectivement, aussi, moi, ça m'a renvoyé à Métal Hurlant, indéniablement. De toute façon, rien que l'esthétique générale, l'imagerie de cette lune rouge, de ces costumes, qui pourraient rappeler des personnages dans les meilleures bandes dessinées de Metal Hurlant, notamment issus de l'imaginaire de, de Moebius et Jodorowsky, aussi un peu d'Enki Bilal, parce que cet astronaute qui fuit son destin, euh, alors c'est pas un astronaute dans l'œuvre d'Enki Bilal, mais ça me rappelle beaucoup Nicopole en fait. Le personnage me rappelle beaucoup Nicopole. Même physiquement, il me rappelle Nicopole. Alors, je ne sais pas si c'est une inspiration directe du cinéaste. Par contre, il est clair que la principale inspiration du film, c'est clairement Blade Runner. Au point que le cinéaste, et ça m'a plutôt fait plaisir, tout de même, réutilise des éléments sonores en fait de Blade Runner. À la façon qu'avait justement Ridley Scott de réutiliser des effets sonores en fait d'Alien dans Blade Runner. Il y a cette espèce de souffle par exemple des ventilos qu'on pouvait entendre dans Blade Runner et dans Alien qui est réutilisé d'une très belle façon plusieurs fois dans Le Dernier Voyage. Il y a aussi le son de l'espèce de chercheur d'images, enfin d'ordinateur qui analyse les images dans Blade Runner. On a le son aussi avec un téléphone, je crois, ou une autre machine. Non, c'est une machine qui analyse aussi un moment, parce qu'en fait, les personnages doivent fuir donc une police,
une milice armée en traversant des espèces de stations c'est pas des stations de péage, mais des stations pour chercher évidemment Paul WR. Donc ces espèces de scans des voitures qui passent, c'est des espèces de postes, hein, voilà, comme des postes militaires. Moi, ça m'a fait penser en fait aux postes qu'on a pu apercevoir lors de la situation à Berlin avec le mur. Moi, voilà, avec des miradors, tout ça, moi, ça m'a fait penser à ça. Il n'y a pas de miradors, mais c'est des petits avant-postes, voilà, de frontières, en fait, voilà, tout simplement. Mais là, c'est différent parce qu'en fait, c'est parce que Paul WR est recherché. Donc, ils ont mis en place tout ça. Et en fait, il y a une machine, en fait, qui analyse les voitures qui passent pour scanner les personnes qui sont dans la voiture. Et le son que fait cette machine est directement issu de Blade Runner parce que c'est le son donc, de cette espèce d'ordinateur qui analyse les images qui est utilisé par Descartes. Il y a plein d'autres éléments, par exemple, il y a un personnage qui est en fait très lié au personnage principal, à Paul W.R., qui le poursuit dans le film, qui fait penser à Roy Beatty, par exemple. Voilà, qui est violent, qui est assez particulier, enfin... Là, c'est très intéressant aussi. Mais voilà, au-delà en fait de ces références, on a un film qui est très poétique, qui est construit comme une espèce de conte fantastique de science-fiction, qui est assez touchant, avec des acteurs qui sont totalement impliqués. Je trouve que les acteurs sont plutôt bons. Euh, Jean Reno, qui est Jean Reno, pardon, qui est peu présent, mais qui est quand même là, incarne un personnage qui est assez touchant, qui est très bon. Et notamment, il y a au-delà des acteurs et de toute l'implication, de toute la passion, parce qu'on sent vraiment qu'il y a de la passion. Le cinéaste, il veut faire un truc auquel il croit absolument. Et ça se ressent. Le film a les défauts d'un premier film de cinéaste, évidemment. Comme tout bon cinéaste, tout bon cinéaste a commencé par des films qui étaient limités, bancals, sauf certains cinéastes. Hein. Je pense au premier film de Ridley Scott, par exemple, qui est exceptionnel, Les Duellistes. Mais le film a tout de même de belles choses. Et une des belles choses, un de ces beaux éléments qui m'a beaucoup plu, c'est cette espèce de beauté de cette histoire pour sauver l'humanité qui est assez touchant. Et aussi un autre truc, euh, c'est le fait qu'il y a un usage en fait des flashbacks. Et moi, je suis partagé sur l'usage des flashbacks au cinéma. Ça peut être très bien comme ça peut être très mauvais en fait. Et là, c'est très bien. Vraiment, c'est très bien. Déjà, c'est filmé dans un noir et blanc assez esthétisé qui est magnifique. Et en même temps, ces flashbacks sont donc bien sûr des purs outils de mise en scène et de narration. Et en fait, il y a une surutilisation une très grosse utilisation de ces flashbacks qui permettent tout de même, qui sont bien dosés, moi je trouve, et qui permettent en fait de tout comprendre. C'est-à-dire que le film est ultra fluide. C'est un film, c'est pour ça que je disais, il n'y a pas besoin de rajouter quelques minutes de plus, même si j'imagine que si le film avait été plus long, il aurait repensé certaines choses. Mais voilà, ça permet en fait, ces flashbacks permettent de tout saisir. Il n'y a pas besoin de surexpliquer, même si au début il y a un texte d'introduction qui est narré par un enfant qui est magnifique avec accompagné de dessins. Et on comprend en fait que c'est Paul W.R. enfant qui narre l'histoire. Et voilà, et c'est très beau parce qu'en fait, il y a ces flashbacks qui sont très bien utilisés parce qu'ils sont à la fois sensoriels, puisque parfois ils collent à un mouvement de la main du personnage ou à des actions qu'il va faire. Euh, et, et moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Y a un film que j'ai vu récemment que je recommande beaucoup à mes auditeurs. C'est Le Clair de Terre de Guy Gilles, qui est un film qui est trouvable en DVD, bien évidemment, que je vous recommande beaucoup parce que Guy Gilles était un expérimentateur. Et en fait, Le Clair de Terre est un film qui laisse la part belle aux souvenirs, qui sont des photos, des plans fragmentés. Euh, et je trouve qu'il y a cette fragmentation dans le film, en fait, parce que euh, il y a deux histoires. Il y a cette histoire-là qui est créée par les flashbacks, euh, et qui est là aussi pour rappeler le passé du personnage et de mieux comprendre les enjeux de l'histoire. Parce qu'en fait, le film commence vraiment une medias res. On est pile dans l'action, on est vraiment balancé dans l'action de manière brute.
même si on a déjà les enjeux du film, mais Paul W.R., on ne sait pas ce qu'il cherche. Et on comprend au fur et à mesure ce qu'il cherche. Et il comprend mieux au fait... Parce qu'en fait, c'est le personnage qui se souvient. Voilà, il a des visions, il a des souvenirs qui lui reviennent pour mieux avancer, pour mieux progresser. Les flashbacks sont totalement liés à la progression du personnage dans le film. Et c'est là où c'est très intéressant d'ailleurs, parce que du coup, ça permet une application émotionnelle. Puisqu'en fait, vu que c'est des flashbacks qui sont liés à la subjectivité du personnage, ça fonctionne. J'ai plus en tête. Ah si, par exemple, c'est là où c'est différent avec un film qui est sorti récemment sur Netflix, qui est un film français aussi, qui est Oxygène. Ou Oxygène, même si les flashbacks étaient en lien avec le personnage principal, qui était effectivement subjectif, était dans une volonté de faire connaître un passé, en fait, ces flashbacks étaient très mal dosés et coupaient toute émotion. Je trouve que dans Le Dernier Voyage, les flashbacks permettent l'émotion et l'amènent. Parce que ce sont des images fortes, c'est très bien filmé, c'est captivant, il y a des plans magnifiques, il y a un plan ralenti où Paul W.R. est frappé par un éclair qui est sublime. D'ailleurs, j'en reparlerai plus tard, mais les effets spéciaux du film sont sublimes, alors que c'est un film qui n'a pas coûté très cher. On voit, il y a des défauts, évidemment, mais par rapport à des films qui sortent aux États-Unis, qui sont des grosses machines, qui sont pas finis du tout, avec des effets spéciaux numériques CGI, qui sont moches, et du coup qui entravent totalement l'implication émotionnelle, bah là on est vraiment surpris. Notamment parce que, en fait, dans le film, il y a une alternance entre effets d'incrustation, parce que c'est majoritairement de l'incrustation, de décor, et donc effets physiques. Il y a les voitures, par exemple, ce sont des vraies voitures, évidemment. C'est juste que le dessous est gommé par ordinateur en post-prod, mais c'est magnifique, vraiment. Il y a des trucs qui sont sublimes. Il y a les costumes sont vraiment cool. Les costumes des policiers, moi, j'aime beaucoup parce qu'en fait, les policiers qui les poursuivent, ils ont cette espèce de costume qui rappelle... moi, qui me rappelle beaucoup les Sardaukar, en fait, tels qu'ils sont décrits dans Dune, qui me rappelle aussi beaucoup les, euh, les technos dans l'Incal, qui est une des factions ennemies du personnage principal. Et d'ailleurs, un truc qui, moi, m'a frappé, puisque je parle de l'Incal, dans le film, Paul W.R., il est un peu comme le personnage principal de l'Incal, qui est aussi un personnage qui veut fuir l'héroïsme, en fait. Et ça, c'est intéressant. Et, mais ils n'ont pas les mêmes intentions. C'est-à-dire que le personnage de l'Incal fuit l'héroïsme parce que c'est un flemmard. C'est un flemmard et c'est aussi quelqu'un qui est un faible, entre guillemets. Alors que dans le film, Le Dernier Voyage, Paul W.R. est plutôt un personnage qui fuit son destin. Enfin, qui fuit pas son destin, mais qui veut ne pas le faire comme on lui demande de le faire. Il veut dévier de l'accomplissement qu'on lui demande de conduire. C'est là où c'est très intéressant, parce qu'en fait, on a un personnage qui est à la fois antipathique, parce que c'est un personnage qui fuit son destin, qui fuit la seule possibilité de sauver le monde. Et donc, du coup, on voit la réaction. Hein. On voit les gens autour qui se posent des questions, et le personnage qu'il va rencontrer au fur et à mesure va lui faire comprendre que il faut qu'il y aille, il faut qu'il le fasse. Mais lui-même, il a des doutes, en fait, parce que il a des doutes également sur ce qu'il a vu, mais il croit tellement en ces images qu'il a pu voir que pour lui, c'est la seule façon de pouvoir sauver le monde. Et il y a ce truc-là des images, c'est quelque chose qui est très enfantin aussi, parce que il y a toujours un rappel à l'enfance dans le film, avec ses flashbacks, évidemment, et il y a effectivement cette espèce d'objet, parce que c'est un peu un MacGuffin d'une certaine façon, parce qu'il cherche un objet finalement. Il va trouver un objet qui va lui permettre en fait d'accomplir son destin, mais d'une autre façon, de la façon qu'il désire. Et d'ailleurs, c'est très touchant. La fin est magnifique. Moi, forcément, tout ce qui touche à cette façon de réussir, de sauver le monde,
qui n'est pas du tout à l'américaine. Cette façon de faire, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le cinéma, pas souvent dans le cinéma américain, pas très souvent. On est plus dans un héroïsme mythologique le héros doit forcément réussir. Le héros ne va pas forcément être dans un échec dans le dernier voyage, mais il va agir d'une façon différente. Il va, il va sauver le monde d'une façon dramatique. Voilà, c'est très intéressant là-dessus. Il prend un risque, en fait. Euh, alors qu'il y a ça... Je fais une comparaison avec, par exemple, les super-héros américains. Actuellement, le traitement des super-héros chez Marvel, par exemple, ce sont des personnages qui n'ont pas le droit à l'échec. C'est-à-dire que même quand Infinity War propose un échec, il faut qu'on fasse un film ensuite pour qu'il n'y ait pas un échec. Parce qu'on peut utiliser, du coup, un ressort scénaristique de voyage dans le temps pour sauver le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il n'y a pas du tout dans le dernier voyage. Parce que le dernier voyage est aussi un film avec un héros. Peut-être un super-héros aussi, parce qu'il a un pouvoir, du coup, d'une certaine façon. Donc il y a de ça là-dedans aussi. Donc voilà, c'est là où c'est très intéressant et c'est très touchant. Et c'est ce que j'apprécie énormément dans le film. Je pense que c'est pour ça qu'il faut aller voir Le Dernier Voyage. Parce que je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais c'est un film qui m'a énormément touché, qui m'a saisi à certains moments, qui m'a un peu moins saisi à d'autres. Je pense que le film a un rythme plutôt bien maîtrisé. Moi, je le trouve assez captivant, avec cette espèce de voyage. Justement, c'est le dernier voyage de l'humanité. Et cette espèce de road trip est assez touchant. Et c'est pour ça qu'il faut absolument voir le film, quoi. En plus, il y a vraiment des bonnes gueules d'acteurs que moi j'aime beaucoup, qu'on peut retrouver dans d'autres films. Il y a Philippe Catherine qui fait une petite apparition rigolote. Enfin bref, voilà. Vraiment, Le Dernier Voyage n'est peut-être pas le chef-d'œuvre de science-fiction qu'on attend, qui pourrait redéfinir le cinéma. Mais en fait, c'est bête parce que j'ai envie de dire un truc qui est assez... qui pourrait mettre à l'amende cette espèce de débat de cinéma de genre en France. Je pense qu'il y a une crise du cinéma de genre moderne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de bons films de genre. Et puis de toute façon, pour dire qu'un film est un chef-d'œuvre, il faut attendre des années. Je pense que Mad Max est la seule exception parce que c'est un film qui a mis d'accord pratiquement tout le monde. Mais globalement, je trouve que le cinéma de genre, il est très productif. Il est de plus en plus productif, mais il n'y a pas forcément que des bons films. Faut pas se voiler la face. Après, je sais qu'il y a des gens qui apprécient beaucoup cet univers cinématographique américain, qui est le MCU, tout ça, tous ces super-héros. Moi, je n'ai aucun problème avec le cinéma de super-héros. J'adore Spider-Man 2, par exemple, de Sam Raimi, la trilogie même. Mais voilà, je trouve qu'on a une perte du cinéma populaire qui n'est pas propre qu'à la France. Et le cinéma français fait rêver, bien sûr que le cinéma français fait rêver. Je trouve que c'est un des plus qualitatifs. Parce que si on nommait tous les films, toutes ces comédies bêtes et méchantes qui sortent et autres films qui peuvent plomber la réputation du cinéma français, bah en fait on a plein de très bons films. On a plein de très grands films même. Je pense qu'il y a de très grands films en devenir qui sont sortis ces dernières années. Donc voilà, il faut laisser une chance, effectivement. Mais il faut aussi aller voir les films, évidemment, parce que c'est ça le problème. Par contre, moi je suis plutôt rassuré, parce que ma salle était plutôt remplie alors qu'on était en plein jeudi. C'était plutôt pas mal. Donc ça peut permettre des choses. C'est vrai qu'il faudrait plus de cinéma de science-fiction, mais il faudrait aussi des bons auteurs de science-fiction. Luc Besson ne me paraît pas être quelqu'un qui sauverait la science-fiction en France, c'est impossible. Même, j'ai beau avoir une appréciation candide et un peu proche du plaisir coupable, on va dire, pour Valérian, c'est pas un grand film de science-fiction, on peut pas dire le contraire, c'est décevant par rapport à l'univers de Valérian. Donc quand on voit Le Dernier Voyage, moi je pense que ça peut ouvrir de nouveaux horizons, effectivement. Après, il faudrait pas non plus qu'on en fasse le porte-étendard d'un nouveau truc. Parce on fait trop souvent... on conceptualise trop souvent des films français qui sortent
comme Grave, qui a été une déception parce qu'on en avait dit tellement de choses que finalement, moi, je me suis retrouvé devant un film qui était pas passionnant et qui, je pense, ne va pas ouvrir grand-chose comme porte. Je pense pas. Par contre, effectivement, moi, ces dernières années, moi, j'ai l'impression qu'il y a un retour du cinéma de genre en France qui est clair et net. Après, il faut voir si on a de bons auteurs, c'est ça la question. Si on a de bons cinéastes ou de bons faiseurs même. Mais et si on a de bons films tout simplement. Et je pense par contre que Le Dernier Voyage fait partie des bons films. Voilà. Même si le film est, est empêtré de quelques défauts, voilà, il y a quelques défauts qui sont clairs et nets. Je pense que, par exemple, ça manque de splendeur encore pour être un grand film, effectivement. Mais c'est un film qui a été fait avec son contexte de production qu'il faut prendre en compte. Après, est-ce qu'il faudrait prendre en compte un contexte de production pour apprécier un film? Je ne pense pas, pas du tout. Mais voilà, c'est un film que je recommande fortement, qu'il faut absolument aller voir, qui est très efficace, qui est très beau, qui est un véritable conte. Et à une époque où on est dans une espèce de cynisme artistique, je pense qu'un film comme Le Dernier Voyage peut faire du bien. Donc voilà, il faut absolument aller le voir. Il ne faut pas non plus en faire quelque chose, un symbole d'un retour. Il faut voir ce qui va venir après, sachant qu'il y a d'autres films qui arrivent, comme Teddy, comme La Nuée. Alors je ne sais pas ce que ça vaut, je ne les ai pas encore vus, mais j'ai hâte de les voir, j'ai hâte de découvrir ça. Et moi, de toute façon, je sais que je serai toujours en salle pour soutenir des films comme ça, parce que je ne fais pas de différence dans le cinéma français. Je pense que le cinéma français, il faut il, il a toujours sa splendeur en fait d'antan. C'est juste qu'il a un rapport avec le public qui a baissé d'une manière assez incompréhensible. On ne sait pas pourquoi. Il y a peut-être des explications qui peuvent être trouvées, et j'en ai certaines, mais je ne les donnerai pas ici parce que ce n'est pas le sujet. Mais voilà, allez voir Le Dernier Voyage. Retournez au cinéma surtout. Faites attention à vous avec le contexte actuel, mais retournez au cinéma parce que je pense il faut soutenir les salles. Parce que s'il y a une refermeture, il ne faut pas qu'il y ait une refermeture parce que on est dans une période très compliquée et je pense que là actuellement on peut changer la face du cinéma d'une certaine façon en allant voir ces films-là, sachant qu'on a peu de films américains pour l'instant qui vont être distribués. Ça arrive bientôt malheureusement, mais pour l'instant il faut en profiter pour aller voir des films un peu plus ambitieux et un peu plus sincères surtout. Voilà, c'était un petit podcast donc sur Le Dernier Voyage et je vous dis à la prochaine.